Bienvenue sur Littéra-Afro, le média qui explore les littératures afro-contemporaines. Je suis Luna Arnosio-Ndi pour le podcast Cameroun à la découverte d'une littérature. Bonne écoute! Alors bienvenue dans ce troisième épisode. Aujourd'hui, nous plongeons dans une période de paradoxe entre 1990 et 2010. Le Cameroun va traverser une crise économique et sociale qui semble condamner l'esprit, mais qui, contre toute attente, va libérer la parole. C'est l'époque où les grandes institutions comme la revue Abia vont s'éteindre, laissant place à une jungle de bricoleurs talentueux et à des théories audacieuses. Nous allons voir comment, du manque de papier à la piraterie, en passant par l'émergence de nouveaux genres, la littérature camerounaise a tenté de se réinventer pour ne plus être le résultat de la pensée venue d'ailleurs. Alors, le point de départ de ce podcast est plutôt brutal puisqu'on va directement parler de la crise économique qui débute au milieu des années 80 et qui va figer le pays. Le gouvernement y reconnaît l'urgence de cette crise en 1987, mais pour beaucoup, le mal vient aussi d'une gestion défaillante à la base. Donc dans ce contexte, la culture est la première victime. Le Cameroun ne produit pas de papier et l'importation des intrants est taxée de plein fouet par une douane qui ignore les accords de l'UNESCO censés exonérer les produits nécessaires au livre. Donc publier localement devient un acte de bravoure économique puisqu'il est tout aussi cher de produire local que d'acheter à l'extérieur du pays. Les éditeurs historiques comme les éditions CLE voient leurs bénéfices s'évaporer non seulement à cause de la pauvreté, mais aussi d'une piraterie incontrôlée. Et justement, parlons-en de cette piraterie. Symbole de cette économie de la débrouillardise, on va voir un phénomène émerger qui s'appelle les librairies du poteau. Ces librairies transforment les trottoirs de Yaoundé et de Douala en véritables bourses aux livres à ciel ouvert. Donc le parent d'élève doit faire un choix moral et financier, déchirant lorsque le bouquiniste lui demande froidement s'il préfère l'original ou le faux, une copie piratée vendue 2000 francs CFA moins cher. Donc face à ça, vous avez l'édition scolaire qui reste le bastion des géants français comme Hachette ou Nathan, qui laisse peu de place en fait à une pensée véritablement souveraine et qui est totalement installée au Cameroun à cette époque-là. Au-delà des chiffres et de la logistique, il existe un enjeu bien plus profond, presque existentiel, et justement, l'enseignant Roger Caffot en parle. Il résume parfaitement cette urgence par une métaphore saisissante. Il nous dit que si l'avion nous prolonge pour conquérir l'espace, le livre, lui, est le prolongement de notre pensée. C'est ici justement le cœur du problème. C'est la pensée qui transforme le monde et fabrique le matériel. Caffot nous avertit avec gravité, je cite, « Tant que nos sociétés ne vont pas comprendre que le livre est un élément central de cette production de la pensée, qui finalement produit le monde, nous demeurerons le résultat de la pensée venue d'ailleurs. » En d'autres termes, laisser l'édition scolaire aux mains de firmes étrangères ou abandonner le livre à la piraterie des librairies du poteau, ce n'est pas seulement perdre de l'argent, c'est accepter que notre vision du monde, nos solutions et notre futur soient dictés par d'autres. D'après cette réflexion, publiée au Cameroun, c'est donc d'abord et avant tout une quête de souveraineté mentale. Et c'est justement dans cette atmosphère de survie qu'une figure majeure, Pabé Mongo, lance un pavé dans la mare. Pour lui, la littérature camerounaise est en déclin car elle reste prisonnière de ses vieux réflexes. Il théorise alors la Nolika, la nouvelle littérature camerounaise. L'idée est simple mais révolutionnaire, sortir du maquis. Jusque-là, sous l'oppression coloniale puis la dictature, les écrivains utilisaient des stratégies de dissimulation. Une langue codée, une littérature de maquis pour échapper justement à cette répression. Et Pabé Mongo, il va nous offrir une phrase qui résonne comme un avertissement. Je cite, « Autant l'oppression avait jeté les écrivains dans le maquis, autant la misère va les jeter dans l'indigence artistique. » Par là, il signifie qu'il est tout aussi dangereux pour un artiste d'être affamé par l'économie que d'être muselé par la politique. La misère des années 90 ne doit pas devenir une excuse pour la médiocrité ou la niaiserie des sujets. Mais justement, dans les années 90, alors que les libertés semblent acquises, Mongo constate que c'est la misère qui prend le relais de l'oppression.
Pour lui, si l'auteur continue de se cacher derrière des symboles obscurs, il tombe dans l'indigence artistique. La Nolika appelle donc à une littérature de la pertinence, abordant les thèmes du quotidien, le sida, la corruption, la mondialisation et même la manipulation génétique. Au-delà des thèmes, la Nolika opère une véritable révolution chirurgicale sur la figure même du héros. Pabe Mongo annonce le renouvellement des personnages. Fini les élites déconnectées ou les figures allégoriques du passé. Les nouveaux protagonistes de la fiction camerounaise seront désormais issus de ce qu'il appelle magnifiquement la maturité des petits peuples. Ce sont les gens de la rue, les débrouillards, ceux que la crise a forgés et qui possèdent une sagesse née de la survie. Pour donner une voix à ces nouveaux héros, Pabe Mongo ne se contente pas de changer le récit, il change l'instrument, la langue. C'est ici qu'apparaît le concept de francophonien. Il ne s'agit pas de rejeter le français, mais de le féconder. L'écriture nolicienne doit s'inspirer du génie culturel des langages populaires. Cette sève qui coule dans les marchés ou les quartiers, par exemple. Tout en respectant les normes du français pour rester audible, même au-delà des frontières. Donc le francophonien, c'est ce point linguistique où la rigueur de la syntaxe rencontre la saveur de l'expression camerounaise, permettant enfin à l'écrivain de dire le terroir dans une langue qui appartient à tous. Alors maintenant, quelques mots sur une géographie qui semble assez éclatée, où naissent plusieurs foyers de résistance par-ci par-là. Puisque l'État semble impuissant, le milieu littéraire refuse de mourir et s'organise en 4 pôles majeurs autonomes, chacun avec sa mission et son caractère propre. Donc on va tous les passer en revue. Le premier, c'est le foyer du Nord, basé à Ngaoundéré. C'est le pôle de l'identité sahelienne animé par des universitaires comme ceux des éditions Karang. Son but est de briser le monopole du Sud. Il s'agit de faire émerger une littérature qui exprime les spécificités culturelles des 3 provinces septentrionales, souvent oubliées par les courants nationaux. Le deuxième foyer, c'est le foyer de l'Ouest, centré sur Jang. C'est le pôle de la résilience intellectuelle, c'est-à-dire que ce foyer y survit grâce à une alliance inédite entre les universitaires locaux et la diaspora. Dans cette région, la littérature est perçue comme un outil de développement et de préservation du patrimoine. C'est ici que l'on réfléchit le plus intensément à la place du livre dans la transformation sociale, loin de l'agitation administrative de la capitale. Le troisième foyer se trouve sur la côte, c'est le foyer du littoral à Douala. C'est le pôle du pragmatisme et du business. À Douala, on ne se contente pas d'écrire, on veut vendre. Ce foyer tire profit du dynamisme économique de la ville pour créer des structures comme les cahiers de l'estuaire. On y cultive un sens aigu de la diffusion et du spectacle littéraire, transformant l'acte d'écrire en un produit culturel visible dans la cité. Enfin, le quatrième foyer est le foyer du centre, à Yaoundé. C'est le pôle institutionnel et médiatique, mais un pôle en mutation. C'est ici que se trouve le cercle de littérature de l'université et des associations comme la Ronde des Poètes. Et faute de maisons d'édition solides, ces groupes se transforment en éditeurs de fortune. C'est le foyer de la théorie, là où naissent les débats de la Nolika et où le journal Patrimoine sert de haut-parleur pour tout le pays. Et puisque les circuits de l'édition classique sont grippés par la crise, ce sont les journaux et les revues qui vont devenir les véritables berceaux de la nouvelle création. Le pivot de ce dispositif est sans conteste le journal Patrimoine, dirigé par Marcelin Wunda. Imaginez un mensuel au format tabloïd qui entre 2000 et 2007 ne se contente pas de rappeler l'actualité, il consacre un tiers de ses pages à la littérature pure. Grâce au soutien de la coopération française, Patrimoine crée un supplément de 4 pages qui sert de ring d'entraînement pour les jeunes plumes. C'est un processus extrêmement intéressant puisqu'on a chaque mois au Centre culturel français de Yaoundé des auteurs publiés dans le journal qui rencontrent leurs lecteurs. C'est ce qu'on appelle remettre l'ouvrage sur le métier. Les textes sont critiqués, corrigés en public, puis peaufinés avant d'être rassemblés dans des recueils collectifs. Le journal devient ainsi une rampe de lancement, une étape obligatoire avant d'oser l'aventure solitaire d'un livre. Mais Patrimoine n'est pas seul dans ce combat. On voit apparaître des revues de réflexion profonde comme Terroir, sous l'égide du philosophe Fabien Eboussi Boulaga, qui maintient une exigence intellectuelle de haut vol.
On trouve aussi la revue Yototi, dirigée par Jean-Claude Awono, qui se bat pour faire vivre la poésie. Ces médias ne sont pas de simples supports d'information, ils remplacent les comités de lecture qui n'existent plus dans les maisons d'édition de fortune. Ils créent un espace de légitimation. Être publié dans Patrimoine, c'est exister officiellement comme écrivain dans une cité qui n'a plus vraiment de librairie pour vous exposer. Pourtant, la structure reste fragile. En 2001, un fonds d'affectation spécial d'1 milliard de francs CFA est créé pour encourager la création. Mais son utilisation fait scandale, puisqu'on aide les auteurs à écrire, mais on n'aide pas les éditeurs à transformer ces manuscrits en livres visibles en librairie. C'est un milieu de passionnés où le porte-à-porte remplace souvent les contrats de distribution. Malgré ces failles, une lueur d'espoir apparaît à partir de l'an 2000. La littérature jeunesse. Elle connaît une vitalité évidente, avec des auteurs comme Alain Sernes-Zotape ou Christian Epagna, qui sont aujourd'hui reconnus internationalement. Cette littérature commence enfin à explorer le patrimoine, l'histoire et la vie quotidienne, même si elle évite encore parfois les sujets politiques brûlants. En définitive, l'importance de cette littérature jeunesse dépasse le simple cadre de l'édition. Elle est le socle sur lequel se construit la souveraineté mentale de demain. Si l'on suit la logique de Roger Caffot, ces livres pour enfants sont les premiers outils de domestication de l'espace pour les jeunes générations. Ils permettent aux enfants camerounais de grandir avec des héros qui leur ressemblent, d'entendre leur propre génie culturel résonner dans les pages et de ne plus être, dès le plus jeune âge, uniquement le résultat d'une pensée venue d'ailleurs. Donc la vitalité de ce secteur, c'est la preuve que malgré la crise et la piraterie, le désir de transmettre et de se raconter reste présent. Pour conclure sur cette période qui marque une rupture historique brutale, la plume camerounaise a dû passer d'une littérature assistée, longtemps portée par les béquilles des missions religieuses, de l'administration coloniale ou de l'État-providence, à une littérature de combat et de débrouillardise obligée d'inventer ses propres moyens de survie au cœur du marasme économique. Mais qu'en est-il de l'après-2010 ? Nous entrons aujourd'hui dans une ère de nouveaux défis. Le premier salon du livre en 2013 a marqué une volonté de pérennisation. Mais le combat continue. Les défis actuels sont immenses. Il faut désormais intégrer la révolution numérique, structurer une véritable filière professionnelle au-delà du bricolage associatif et surtout protéger les auteurs contre la piraterie qui dévore toujours les revenus de la création. La littérature camerounaise est sortie du maquis. Elle doit maintenant conquérir sa cité et assurer sa survie économique pour que demain, le livre soit enfin le prolongement souverain de notre pensée. Merci de nous avoir écoutés et rendez-vous au prochain épisode pour découvrir les enjeux contemporains de la littérature camerounaise. C'était Luna Arnaud-Siondi pour le média Litérafro, Cameroun à la découverte d'une littérature.